Bonjour. Bonjour Bonjour à Géraud, tous. bonjour à tous et à toutes. Bonjour Marie. Bienvenue dans ce nouveau live de Turnover IT. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. On voit déjà des commentaires qui arrivent. Comme d'habitude, on fait une petite question pour introduire. Dites-nous un petit coucou. Et la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous utilisez un outil pour gérer vos recrutements, vous recruteurs? Et si oui, lequel est-il? Allez-y, mettez-nous quelques petits mots dans les commentaires. Nous voyons vos commentaires en direct et c'est bien ça l'intérêt de faire un live sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à nous mettre un petit mot. On voit tout ça avec Géraud. Bon, Géraud, comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie. Et toi? Bon, ça va. J'attends le soleil. Je pense un peu comme tout le monde ici, peut-être connecté. Ceux qui ont le soleil, tant mieux pour vous. Mais alors, c'est un peu dur en ce moment. Nous, ça va, on s'en sort bien en Bretagne. Là. Ah, super. Ah, t'es en Bretagne. Très bien. Ouais. Ok. Oui. Comme quoi, ça peut arriver. C'est un cliché, ça. C'est un cliché, parce que moi, je suis à Bordeaux et il pleut. Et ça, c'est aussi un cliché. Allez-y, alors, dites-nous tout. Dites-nous quel outil vous utilisez pour gérer vos recrutements. J'ai le Excel, Bond LinkedIn, le super combo de Omar, par exemple. Donc, merci pour ce partage. Parce qu'aujourd'hui, oui, on va parler de ça. On va parler des outils du recrutement, ceux qui permettent de faciliter la vie des recruteurs. C'est très important de s'équiper. Et Géraud est là pour répondre à toutes vos questions. Donc, le principe des lives, je le redis, et c'est très important, c'est que vous puissiez interagir avec nous. Je serai votre voix et Géraud est là pour nous apporter son expertise. C'est comme ça que ça permet d'avancer dans son métier aussi. Et c'est l'objectif de ces lives, de pouvoir échanger entre vous, recruteurs, experts du recrutement. Alors, nous allons commencer par peut-être se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas, bien évidemment. Alors, qui est Turnover IT? Je pense que c'est important aussi de savoir pourquoi nous organisons ce type d'événement. Turnover IT, c'est la plateforme de référence des recruteurs, experts dans la tech. Aujourd'hui, nous avons plus de 3000 recruteurs qui sont connectés sur notre plateforme pour avoir accès à plus de 110 000 talents, que ce soit des personnes qui recherchent des missions ou qui recherchent un job en CDD ou en CDI. Et puis, une spécificité aussi de Turnover IT qui nous tient à cœur pour les recruteurs tech, notamment qui travaillent en ESN, ce sont la place de marché, excusez-moi, pour gérer les intercontrats. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes les précisions sur notre site. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour après ce live, bien évidemment, parce que pour l'instant, restez connectés avec nous. Ça va être très riche en informations. Géraud, dis-nous tout. Qui es-tu? Merci d'être là. Vraiment, ça nous fait très plaisir de te recevoir. Mais merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir. Donc, alors comme ça s'affiche, je suis Géraud de la Pontaye, je suis responsable des partenariats chez Between. Ça fait 12 ans maintenant que je travaille dans le secteur des solutions en recrutement. J'ai travaillé chez des acteurs de multidiffusion, j'ai travaillé également côté job board et je travaille aujourd'hui pour Between qui est un ATS, donc un outil de gestion des recrutements. Et c'est vrai que c'est un secteur qui me passionne, on l'a écrit là, mais c'est un secteur qui me passionne parce que c'est un secteur très dynamique où il y a toujours beaucoup d'innovation et encore plein de choses à inventer avec les différentes révolutions technologiques qu'on est en train de vivre et qui est très riche. Donc une fois qu'on a cette expertise-là, on commence à la faire fleurir et c'est très excitant. Donc, tu vas nous donner, tu travailles pour Between et tu représentes évidemment cette ATS, mais tu as un regard assez transversal aussi sur les outils qu'on utilise en termes de recrutement. Et donc, c'est ça qu'on a voulu aussi chercher chez toi, c'est cette expertise de l'univers du recrutement pour vous confier son retour d'expérience. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à Géraud, puisqu'il est là pour ça. Alors, moi, j'ai des questions, évidemment. Je les ai préparées quand même. Mais si vous en avez, vous avez le droit de les poser. Donc, surtout, chattez. On est là pour y répondre. Alors, la première question que je vais te poser, si tu veux bien, assez basique, histoire qu'on plante un peu le décor. Quels sont les principaux avantages
à utiliser des outils, peut-être autres que Excel, parce que je vois qu'il y a beaucoup de réponses d'utiliser Excel, pour améliorer son processus de recrutement? Alors déjà, c'est quelque chose qui est devenu quasiment une norme. En fait, on va regarder différentes évolutions de produits. On compare beaucoup ça à l'évolution du CRM. Le CRM, il y a encore quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 15-20 ans, il y avait plein d'entreprises qui disaient j'ai pas forcément besoin d'un CRM parce que j'ai un classeur avec mes 200 cartes de visite et j'ai 200 clients et ça me suffit et je gère ça avec mon agenda et une prise de notes. Et aujourd'hui, il est impensable de lancer une activité sans s'équiper directement d'un CRM, même un CRM gratuit, on le fait systématiquement. Et on constate que l'ATS suit un petit peu la même courbe et même les solutions en recrutement d'une manière générale. Quand j'ai commencé, moi, il y a 12 ans dans la multidiffusion, j'appelais des entreprises pour leur proposer les services de cette entreprise-là à l'époque. Et on me disait, non, ça va, j'ai pas besoin, j'ai 200 recrutements dans l'année, je peux multidiffuser mes offres tout seul, j'ai besoin de personne. Aujourd'hui, on a très peu d'entreprises qui ont plus de 30 recrutements par an et qui ne s'équipent pas d'un ATS ou moins d'une solution de multidiffusion et puis de solutions complémentaires qu'il peut y avoir. Donc, on constate d'abord que ça se démocratise énormément. Ce que ça apporte, les avantages principaux, bon, d'abord, il y a un gain de temps obligatoire et qui nous permet d'organiser justement tout un processus de recrutement et qui nous force également à créer un processus de recrutement. On se laisse un peu driver par la solution pour mettre en place un processus clair, défini et qui va être commun à toute l'entreprise. C'est un outil collaboratif donc qui permet d'échanger avec un hiring manager qui peut émettre une demande dans cet outil, qui peut donner son avis. On peut lui choisir la visibilité qu'on lui donne. Si on lui donne que les candidats à partir d'une shortlist, est-ce qu'il peut tout voir sur un candidat ou pas, et donner aussi son avis sur l'offre. Est-ce qu'on doit retoucher une offre, ce genre de choses. Donc, c'est un outil où on peut discuter toute l'entreprise ensemble, aussi bien sur les candidats que sur des recrutements ou sur des demandes d'autorisation. C'est peut-être un peu nouveau, excuse-moi Géraud, c'est peut-être un peu nouveau ça dans le fonctionnement. Avant, voilà, j'imagine, enfin avant, on va parler pas d'un autre temps, mais le recrutement était très focus sur les RH, les recruteurs, etc. Ouais. Et le fait que le recrutement aujourd'hui concerne toute l'entreprise pour avoir un meilleur taux de réussite, j'imagine que c'est aussi ça l'enjeu de l'entreprise, on a besoin que tous les interlocuteurs en termes de recrutement soient au courant de ce qui se passe en fait. Alors, il faut que tout le monde soit au courant, mais il faut que tout le monde participe. En fait, on le faisait déjà avant. Le format papier existait et marchait très bien pour les demandes d'autorisation de recrutement, par exemple. C'était une demande qui était signée, stockée quelque part, peut-être même tamponnée. Aujourd'hui, on peut simplifier, fluidifier cette démarche de demande d'autorisation de recrutement, y répondre partout depuis son téléphone, sans avoir besoin d'être au bureau, de pouvoir tamponner, de pouvoir… Quelque chose qui prenait une semaine avant peut se faire en 5 minutes maintenant. Et ces demandes d'autorisation peuvent aussi passer par des avis consultatifs. Par exemple, une cellule handicap. Est-ce que ce poste est ouvert au recrutement de travailleurs en situation de handicap? C'est des choses qu'on faisait peu ou mal auparavant. Le fait de l'avoir digitalisé et simplifié permet d'aller un peu plus loin dans cette direction-là. Mais donc, ça permet aussi, évidemment, de gagner beaucoup en efficacité, en rapidité, parce que même s'il y a la partie collaborative, on se force à créer ce processus. Donc, on est plus efficace et beaucoup plus rapide. Le temps de traitement des candidatures est en général beaucoup plus rapide lorsqu'on s'équipe de différents outils pour gérer son processus de recrutement. Oui, et ça, on en reparlera peut-être un petit peu après, mais ce gain de temps et cette efficacité, c'est aussi une bonne relation avec les candidats, c'est aussi de peut-être pas les perdre quand on met des mois peut-être à répondre. Voilà, ça permet de rattraper ce temps que l'on met sur d'autres sujets d'échange, de perte de documents, de perte d'infos. Complètement. Et puis l'erreur est souvent humaine. On oublie quelqu'un à qui on n'a pas répondu, ou ce genre de choses. On peut aussi automatiser beaucoup de processus pour que chacun ait une réponse, que chacun soit tenu au courant de l'évolution de son parcours dans le processus de recrutement. Ça permet aussi d'avoir un bien meilleur échange avec le candidat. Et on sait que c'est important parce qu'après, le bouche à oreille va très vite aussi. Et quand on cherche des candidats, alors dans le secteur de la tech, qui est notre univers, ça peut être vraiment difficile des fois de trouver la perle, le bon candidat ou la bonne candidate, bien évidemment. Alors si en plus on le perd parce qu'on a oublié de lui répondre au bout d'une semaine, bon, c'est dommage, quoi. Avec toute l'énergie qu'on développe. On est d'accord. C'est vraiment dommage. Alors, par rapport à ton expérience, est-ce que tu vois aujourd'hui, quand tu rencontres des clients ou des recruteurs, quels sont les outils qui ont le vent en poupe? Alors, j'ai repris ton expression,
parce que j'ai trouvé que ça avait vraiment du sens, avec Ouais, les évolutions, voilà, technologiques et cetera. Il y a des solutions, des outils qui sont vraiment aujourd'hui, plébiscités par les recruteurs. complètement. Complètement. Alors, tu l'as dit en introduction, mais c'est vrai que, étant donné que je suis au partenariat chez Between, je rencontre énormément d'entreprises, certaines qui se lancent, d'autres qui existent depuis longtemps, et je peux suivre également leur évolution et même vérifier l'impact, l'efficacité des résultats auprès de nos clients. Euh, il y a, d'une manière assez étonnante, une qui a vraiment le vent en poupe en ce moment, c'est la programmatique. La programmatique, ça existe depuis 10 ans. Alors, je ne sais pas si tout le monde maîtrise bien ce qu'est Est-ce la que tu peux nous programmatique. expliquer un petit Ouais. peu ce qu'est la programmatique, s'il Alors, te plaît? en deux, trois mots, la programmatique, ça regroupe trois leviers principaux. Il y a le premier qui est le CPC, ça veut dire c'est le coût par clic. Ça veut dire que je récupère, en tant qu'acteur de programmatique, je récupère plusieurs offres d'emploi d'un client pour en créer une campagne, et puis je vais décliner cette campagne en la retravaillant un petit peu auprès de différents métamoteurs, des Jobijoba, des talents.com, Nevou, maintenant, qui est devenu talent.com. Indeed, historiquement, était aussi un acteur un métamoteur. Et du coup, je vais capter de la candidature et faire payer le client au nombre de clics réalisés. Ça, c'est un Ah des oui, leviers. Mais les deux autres leviers qu'on voit beaucoup plus sur la programmatique maintenant, c'est le display, donc avoir un encart publicitaire. Et donc, l'acteur de programmatique va travailler avec le client, avec le recruteur, à savoir quel est le persona qu'on peut définir. On rentre vraiment dans le cliché. Je me dis, je veux un vendeur de véhicules d'occasion à Orléans. Eh bien, on va se dire, c'est souvent un homme qui a entre 35 et 50 ans et peut-être qu'il passe ses pauses déj sur l'équipe. Et du coup, on va mettre un encart publicitaire sur l'équipe entre midi et deux pour des personnes on va situées à aller Orléans. chercher, voilà, on va aller chercher là où ils sont. Exactement. Donc, OK. il y a de la définition de persona, de la création graphique, il y a ce genre de choses. Et donc, ça existe sur la partie display et ça existe également, ce qui est le troisième levier, sur la partie réseaux sociaux pour essayer d'aller cibler précisément des personnes qui rentrent dans ces cases de persona qu'on a définies, qui pourraient potentiellement répondre aux besoins. La programmatique, ça existe depuis 10 ans. Ça a été très long à démarrer. On s'est souvent dit ces dernières années, en fait, si jamais ça n'a toujours pas pris, c'est que ça prendra sans doute jamais. Et assez étrangement, depuis 1 ou 2 ans, on constate que ça a beaucoup redémarré, qu'on a beaucoup de demandes de connexion de la part de nos clients à des acteurs de programmatique. Et surtout, en analysant les stats, on constate que la programmatique, notamment sur les réseaux sociaux, fonctionne très, très bien. Il y a quelques acteurs identifiés qui font énormément de volume de candidatures qu'on connaît. Et ben on se rend compte que la programmatique fait des volumes aussi importants et parfois un peu mieux ciblés. Alors peut-être pour des budgets différents, mais qui sont vraiment des acteurs très très utiles et qui ont vraiment le vent en poupe là-dessus. OK. Les autres types de Il y en a solutions, d'autres? il y a les solutions d'assessment. Les solutions OK. d'assessment, ça marche très très bien, au détriment justement de d'autres solutions, en l'occurrence les outils de vérification de diplôme qui Ouais, ont c'est ce un qu'on petit disait peu tout à marché il l'heure. y a quelques années. Mmh. Mais aujourd'hui, ça marche plus. En fait, les gens s'intéressent beaucoup moins aux diplômes qu'il y a quelques années et on s'intéresse beaucoup plus à la compétence et à la compétence comportementale, au savoir-être de la personne. Donc, les solutions de tests hard skills pour les compétences et soft skills et ou personnalité, mélangée, pas mélangée, ça dépend des acteurs, marchent très, très bien. Et on a également de plus en plus de demandes pour utiliser ces solutions-là. Alors, je vais poser une petite question à notre communauté qui est en train de nous écouter attentivement. C'est est-ce que vous avez un outil d'assessment? Est-ce que vous évaluez les candidats que vous envoyez à vos clients et quel est-il? Je pense que ça peut être intéressant qu'on puisse un peu échanger sur les différentes solutions qui existent. Donc, n'hésitez pas à nous mettre un petit mot sur votre outil favori, celui qui a le vent en poupe chez vous. Mais c'est intéressant de voir qu'effectivement, ce sont des solutions qui existent depuis longtemps, mais Ouais. qu'elles deviennent aujourd'hui beaucoup plus importantes dans la démarche. Et j'imagine que ça nécessite aussi un budget assez important. Donc, il y a peut-être cette notion aussi de budget en fonction de la taille du recrutement, j'allais dire. Alors, Euh, ça peut effectivement, en fonction des volumes qu'on peut avoir, ça peut être du consommable. On achète un nombre de tests. Et si jamais on a des volumes plus importants, c'est des licences en illimité souvent qui sont proposées. Mais ce qui est intéressant sur les solutions soft skills, c'est qu'elles touchent pas forcément un budget que recrutement. Alors, ça dépend évidemment. Si on est un intermédiaire de recrutement, si. Mais lorsqu'on est une entreprise qui recrute pour elle-même, ça touche également un budget RH parce que c'est aussi des tests qu'on peut faire passer à l'ensemble de ses collaborateurs qui sont utiles dans une gestion du personnel et des compétences, des évolutions de carrière, des réorientations, de la manière de manager aussi. Donc, c'est des budgets qui ne sont pas forcément que recrutement.
Ouais, il faut donc creuser quand vous rencontrez un partenaire dans ce sens-là, peut-être voir dans quel service et dans quel moyen, de quelle façon vous pouvez l'utiliser en interne que pas forcément pour la partie recrutement. Mm. Merci beaucoup pour ces deux solutions, hein, ces outils qui sont aujourd'hui Avec plaisir. complémentaires par rapport aux ATS, par exemple, hein, c'est sûr. Mm. Et donc, autre question, et c'est peut-être l'essentiel de ce qu'on va se dire aujourd'hui, mais comment ces outils améliorent l'expérience candidat par rapport à ton retour aussi d'expérience? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de notre ordinateur, finalement? Ouais, tout à fait. C'est hyper important parce que une conviction qu'on a, en l'occurrence chez Between, c'est de se dire que l'ATS, le leader européen de demain, sera un ATS qui aura compris que l'expérience candidat est primordiale et qu'elle elle doit être survalorisée, simplifiée et valorisée. Euh, Typiquement, les solutions d'assessment, c'est un super gain de temps. C'est comme une réunion commerciale, enfin, vous recevez un commercial qui essaie de vous vendre une solution. Quand bien même vous ne seriez pas intéressé par cette solution, si vous a apporté de la valeur, de la connaissance, c'est pertinent. Le candidat a un petit peu cette même démarche. Au moment où il passe son entretien, où il passe son test, il n'a pas la sensation de perdre son temps. Alors, il ne faut pas que le test soit trop long, parce qu'il peut avoir la sensation de perdre son temps jusqu'à ce qu'il arrive au bout. Mais une fois qu'il a ses résultats, il apprend à se connaître, il en apprend plus sur lui. Il trouve ça souvent assez bluffant. C'est aussi des résultats de tests qui lui appartiennent et donc il peut potentiellement réutiliser ailleurs. Ouais, c'est important. Les résultats du test passé par le candidat appartiennent au candidat et sont partagés à l'employeur qui les a payés, mais en réalité, ils appartiennent au candidat. Et donc, ce candidat, on apprend plus sur lui. Donc, il se sent enrichi de cette expérience. Donc, c'est excessivement important. Ensuite, dans les différents outils qu'on peut mettre en place, que ce soit un site carrière, un ATS et toutes les briques qui peuvent intervenir dans le processus, quand on le pense bien et qu'on a l'outil qui nous permet de bien organiser ça, c'est très souvent un gain de temps, un schéma beaucoup plus court pour le candidat. Le candidat, en général, ils espèrent un processus de recrutement qui dure entre 4 et 6 semaines. On constate que des entreprises non équipées de solutions en recrutement sont plus proches des 8 semaines, donc avec un côté très déceptif pour le candidat, voire plus. Cette partie attente du candidat et attente de l'entreprise se rejoignent souvent grâce à l'installation d'outils pour piloter ça. C'est aussi des outils qui permettent de passer d'étape en étape un candidat et donc logiquement d'interagir avec lui à chacune de ces étapes. On peut automatiser des mails ou alors créer un espace candidat qui lui permet de visualiser où est-ce qu'il en est dans le processus. Il sait quelle est l'étape d'après. Il sait qu'il n'est pas lâché dans la nature. Parfois, il y a des candidats, ils postulent, ils attendent quelques semaines pour avoir une lettre de refus. Alors que peut-être qu'il est passé avant par une shortlist, peut-être qu'il est passé par autre chose. C'est important qu'il y ait de la transparence. C'est un petit peu comme une livraison de colis. C'est horrible à dire, mais si jamais je fais une commande sur un site et que je reçois mon colis chez moi et qu'entre les deux, il n'y a rien et qu'il se passe une semaine, je m'inquiète. Alors que si Mais je jamais crois j'ai que un c'est ce site... qui se passait avant et Ouais, c'est des choses qu'ils ont améliorées justement pour peut-être rassurer complètement. et éviter les appels intempestifs aussi. Enfin voilà, le fait de dire on s'occupe de vous, je pense que tout le monde l'apprécie en vrai. Enfin voilà, c'est une façon comme Exactement. une autre d'assurer. Le parallèle, l'analogie avec le colis, alors c'est un peu grossier, mais ça permet de bien se rendre compte que on le regarde quand même, on est content de suivre notre colis, de savoir où est-ce qu'il en est. Ben, un candidat, c'est pareil avec sa candidature. Et le feedback candidat aussi est hyper important. Il y a des outils qui permettent de capter l'expérience candidat, d'avoir son retour, comme une enquête de satisfaction, comme pour n'importe quel service qu'on pourrait acheter. Eh bien, c'est très important d'avoir ce retour candidat. D'abord pour lui, parce qu'il a la sensation d'être écouté. Et s'il a des mécontentements, il peut en faire part. Donc déjà, ça atténue un petit peu ces mécontentements. Et en plus, ça permet, dans une démarche d'amélioration continue, d'améliorer son processus de recrutement et de faire en sorte que les prochains candidats aient encore une meilleure expérience. Donc c'est très, très important. Il Et peut y avoir... tu me disais Pardon. aussi, il y avait cette notion on a l'impression que le temps est moins long si on a des interactions régulières avec le recruteur. Complètement. Ça réduit cette impression. Il y a des solutions, je crois aussi, tu m'as parlé qui permettent justement de garder le contact. Il y a plein de solutions qui permettent de garder le contact. Alors, on peut ne serait-ce qu'envoyer des emails, avoir effectivement des interfaces candidats pour ça. Après, il y a les tests qu'on peut mettre en place. Dès qu'on déplace un candidat dans une étape de shortlist, de lui envoyer un test d'assessment, bon, bah, il est tenu au courant que ça évolue. Et ça peut aller jusqu'à des solutions de vidéo différées. Potentiellement, on pourrait quasiment automatiser un processus depuis la candidature avec une technologie de matching. Quand on est à plus de 80%, on passe dans l'étape d'après. Après, il y aurait un test hard skills. Dès qu'on est à plus de 80%, on passe dans l'étape d'après et ainsi de suite, jusqu'à arriver à une solution de vidéo différée. Alors,
quand on a un processus totalement automatisé, l'expérience candidat, elle est déplorable parce que le sentiment, c'est plutôt, il n'y a personne qui m'a appelé. Cet employeur n'est pas capable de passer 30 secondes avec moi pour m'appeler, savoir qui je suis, où j'en suis. Donc, ça peut être déceptif. La vidéo différée, il faut l'utiliser quand même avec parcimonie parce qu'elle peut avoir un côté très déceptif pour certains candidats. Nous, on l'utilise en l'occurrence chez Between pour nos propres recrutements et on se rend compte qu'il y a peut-être la moitié des candidats qui le font. L'autre moitié, en fait, ils n'ont pas envie de le faire, ils ne le font pas. Ça ne nous empêche pas de nous intéresser à eux et de les recevoir. L'avantage de la vidéo différée, c'est quand on travaille en équipe et qu'on veut que plusieurs personnes puissent donner leur avis sur un candidat, on ne peut pas faire passer un entretien à un candidat devant 15 personnes. On ne peut pas non plus lui faire passer 15 entretiens. La vidéo permet de partager entre personnes. Oui, OK, je me vois travailler avec lui. Voilà. Donc, ça peut être un outil très utile, mais à utiliser de manière méthodique et chirurgicale. Ouais, le tout, c'est d'être à l'écoute des retours des candidats. J'imagine que ça, c'est ce que tu disais, hein, le feedback. Alors, peut-être qu'il n'est pas forcément institutionnalisé dans toutes les entreprises, même s'il devrait, mais d'être à l'écoute des retours parce que c'est important, on l'a dit, hein, ça va vite quand on perd des candidats et la recherche peut être très longue. Donc, voilà, il faut pouvoir mettre tous les outils en place. Tu voulais rajouter quelque chose sur l'expérience candidat? Je vois juste un commentaire. Alors, je sais, je ne suis pas censé les lire en même temps, mais en fait, je l'envoie de temps en temps. Donc, je vois qu'on a parlé de Coding Game, qui est effectivement un très bon outil pour tester des compétences dev. Mais rien ne remplacera les one-to-one avec des tech leads pour creuser le niveau des candidats. Évidemment, rien ne remplace l'interaction humaine. Tous les outils qu'on peut mettre en place permettent de gagner du temps, de peut-être se concentrer sur certaines candidatures en particulier, mais rien ne remplacera jamais l'interaction humaine. Pour plein de raisons. Parce que d'abord, ça permet d'en savoir plus, de savoir qui est réellement le candidat, surtout quand on commence à avoir de l'expérience, qu'on s'est vraiment formé au recrutement. Mais en plus, parce qu'on incarne un employeur. Qu'on soit intermédiaire du recrutement ou employeur final, on incarne l'employeur, certaines valeurs. Le poste, il a besoin d'être vendu. Les candidats aujourd'hui sont rares, donc il faut aussi être capable de vendre le poste, de donner envie aux candidats de venir. Et il faut représenter l'entreprise, représenter son client ou son employeur. Et l'humanisation de la relation, elle est indispensable, ne serait-ce que pour ça. Évidemment, un recruteur, il aime rencontrer les candidats et c'est en aucun cas l'objectif des outils que de venir remplacer cette valeur humaine. C'est pas le message, en tout cas, qu'on voulait transmettre ce midi. Donc, n'ayez pas peur. Bien évidemment, les recruteurs ont une grande, grande valeur dans le processus. Tout à l'heure, Géraud, tu nous parlais de site carrière. Alors, je ne sais pas, les personnes qui nous écoutent, si ce sont des recruteurs internes ou des intermédiaires. Enfin, voilà, on ne connaît pas vraiment tout le monde. Donc, dites-le nous si vous avez envie de nous partager, si vous êtes recruteur direct. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cet outil du site carrière? Alors, non, excuse-moi, je me suis plantée de questions. Alors, non, mais c'est pas grave. Non, mais tu rebondis sur ce qu'on vient de dire. Moi, ça me va très bien. Sur le site carrière, c'est j'avais écrit un article il y a quelques temps sur LinkedIn sur un site carrière, ça sert à rien. Alors, évidemment, c'est pas vrai. C'est surtout que très souvent, on construit pas un site carrière avec les bons objectifs. On met pas les bons moyens en face des bons objectifs. Pour moi, il y a 3 raisons pour lesquelles on peut s'équiper d'un site carrière. La première raison, c'est parce que c'est la norme. On regroupe toutes ces offres au même endroit. Il faut qu'elles soient toutes accessibles sur un onglet recrutement quand on est employeur final ou quand on a un cabinet de recrutement aussi parce que c'est une vitrine des produits à proposer. Et donc, c'est la norme. Il nous faut une liste avec toutes les offres. OK. Donc là, déjà, ça, n'importe quelle solution de base de n'importe quel ATS va répondre à ça. La deuxième raison, et qui devrait être, à mon sens, sans doute la plus importante, c'est un outil de conversion. Ça veut dire que les candidats, après avoir vu une offre sur un site emploi, eh bien, ils ont envie d'en savoir plus sur l'entreprise, ils ont envie d'être rassurés peut-être sur l'entreprise, et du coup, ils vont taper le nom, aller sur Google, aller sur le site carrière et aller visualiser des informations sur l'entreprise ou sur le cabinet et qui va peut-être en dire plus sur l'entreprise. Là, c'est un outil qui doit être réfléchi de manière transactionnelle un petit peu. Ça veut dire que quand moi je suis sur Amazon et que je vais acheter une cafetière ou je sais pas quoi, eh bien une fois que j'arrive dans mon panier, je peux plus revenir en arrière. Si je clique sur le logo Amazon, je reviens pas en fait. On me pousse à aller au bout de la démarche. Alors c'est un peu excessif, mais il faut que le parcours soit ultra simple. Pas qu'il y ait des redirections entre différents sites, ce genre de choses. Il faut qu'on puisse postuler directement là où le candidat est. Et il faut tous les messages de réassurance principaux. Quel va être le processus de recrutement? Quelle est l'ambiance de l'entreprise? Quelle est l'évolution de carrière possible? Le plan de formation, ce genre de choses. Tout ce qu'on peut mettre qui peut rassurer un candidat pour qu'il ait envie d'aller au bout de la démarche. Et ça,
il y a plein d'outils très bien faits pour ça. Il y a certains acteurs spécialisés là-dedans. Si on veut avoir une superbe charte graphique, quelque chose de très confortable même à utiliser pour un candidat, on peut faire appel à des experts là-dessus. Mais sinon, les solutions des ATS, en général, essayent de plus en plus de répondre à cette partie-là et d'aller jusque-là. Et enfin, le troisième levier possible, la raison pour laquelle je pourrais vouloir m'équiper d'un site carrière, c'est pour avoir un site d'acquisition qui va driver du trafic et récupérer des candidats. On a plein de clients, on en a rencontré plein, qui nous disent « Ouais, mon site carrière, il fait 60% de mes candidatures. » C'est faux. À moins qu'on s'appelle Total ou qu'on s'appelle Amazon ou qu'on s'appelle Apple, j'en sais rien, un site carrière, ça ne fait pas 60% des candidatures. Pour une raison très simple, c'est que ce qui fonctionne pour capter des candidats, pour attirer des personnes, donc ça des candidats, mais c'est pareil pour un site marchand, c'est le référencement. Le référencement repose d'abord sur le contenu. Le SEO, c'est d'abord le contenu. Et ce contenu, on va toujours perdre la bataille quand on a un site carrière face à un job board. Le job board a plus de contenu, naturellement. Son travail, c'est justement de créer de l'audience, d'aller chercher des candidats. Donc, il est très bon sur le contenu et il est très bon également sur le SIA, sur tout le référencement payant qu'on peut créer. Donc, on sera toujours en dessous d'un job board et c'est normal. Par contre, on peut faire en sorte que ça drive quand même des candidatures. D'abord, il faut pas mal d'offres. Il faut avoir du contenu. Quand on est un cabinet, c'est faisable. Quand on est un très gros cabinet, c'est encore plus faisable. Il faut énormément travailler son SEO, donc avoir toute une partie dans son back, dans son CMS, donc le back du site carrière, qui permettent de construire ce SEO de manière très musclée, en réfléchissant parfaitement aux personas, à ce qu'ils peuvent attendre, à quels sont les mots-clés qu'on va essayer d'afficher. Et il y a aussi la création de landing page. Quand on vend un service, nous c'est notre cas chez Between, vous allez sur le site Between, vous voyez sur l'onglet solutions, en fait, c'est différentes landing pages qui répondent à peu près au même, c'est le même produit qui est proposé derrière, mais on s'adresse à différentes cibles en parlant dans son langage et à ce qu'elle peut attendre. On sait qu'on a des cibles intéressées par le site carrière, on sait qu'on a des cibles intéressées par la multidiffusion et ainsi de suite. Eh bien, on va créer des landing pages. On peut faire la même chose dans l'emploi. Se dire, je fais une landing page dans le sud-ouest pour tous mes emplois du sud-ouest pour les personnes qui sont passionnées de surf. Je peux très bien me créer une landing page sur le fait que je sois pas loin d'un temple bouddhiste parce que je veux attirer des personnes qui sont bouddhistes. Enfin, on peut tout imaginer et créer une landing page, bien sûr, par métier, ça c'est la base, par localité, on peut le faire, mais on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin que ça, ce qui permettra de créer justement du trafic. Et là, du coup, il faut quand même avoir un site d'acquisition. service. Ouais, du coup, ça veut dire qu'il faut avoir un service com quand même assez aiguisé et en tout cas une partie de cette communication qui soit dédiée à la partie emploi. Et c'est vrai que, comme tu le dis très bien, c'est pas forcément évident d'avoir toutes ces compétences. Donc, le site carrière peut être une simple vitrine de réassurance, mais pas forcément pour venir capter les candidats. Parfaitement, mais il faut le savoir dès le début, voilà, et mesurer l'efficacité en gardant ce prisme-là. Si jamais je pense que c'est un outil d'acquisition, parfois je vais mesurer le trafic du site carrière, alors que le trafic, on peut artificiellement le gonfler en redirigeant toutes les candidatures chaque personne qui veut postuler depuis un job board est redirigée sur le site carrière, mais en fait, on va perdre des candidats. Mieux vaut le réfléchir dans une enveloppe globale. Combien de candidatures j'ai réalisées sur une période avant site carrière et après site carrière? Pas se concentrer que sur les candidatures du site carrière. Ok, très bien. C'est précis. Merci beaucoup pour cette recommandation. Alors, justement, donc, on en parlait, évidemment, on parle des ATS qui sont quand même ce qui est l'outil de gestion des candidatures et des processus de recrutement par définition. Et donc, j'avais une question à te poser, c'était savoir quels sont les critères essentiels pour choisir un outil ATS, parce que ça peut vite être un peu prise de tête, j'imagine, quand on n'est pas encore équipé, en tout cas, se dire mais par où je commence? Est-ce qu'il faut qu'il soit rapide, court? Est-ce qu'il faut que j'ai toutes les informations de mes candidats? Est-ce que je dois automatiser? Enfin bon, donc dis-nous. Alors, il est déjà 58. Je vais essayer de faire court et d'aller droit au but. D'abord, posez-vous la question de savoir si vous allez passer beaucoup de temps dessus. Si vous passez beaucoup de temps sur votre ATS, trouvez un ATS que vous allez prendre plaisir à utiliser. Qui répond rapidement aux fonctionnalités de base que vous voulez absolument avoir, qui ait une interface graphique qui vous plaise, parce que si jamais vous avez un doute au début, au bout de plusieurs heures dessus, vous allez vite en avoir marre. Donc, il faut un outil que vous allez prendre plaisir à utiliser. Faites le point sur vos points de douleur. Très souvent, on fait un cahier des charges en disant « je veux que mon ATS il fasse ça, ça, ça ». En fait, il y a plein de manières de répondre à un même point de douleur. Très souvent, vous avez une réponse, mais peut-être que l'ATS en a une aussi, qui est peut-être plus simple, qui a déjà été réfléchie, parce que d'autres clients y ont pensé, et on n'a pas la science infuse. Faites d'abord part de vos points de douleur avant de dire ce que vous espérez et ce que vous voulez avoir dans l'ATS. À mon sens, c'est hyper important. Posez-vous également la question de combien de temps vous avez y accordé. Est-ce que je suis assez mature pour configurer moi-même mon ATS ou est-ce que je veux
qu'on m'accompagne là-dedans et d'avoir un ATS avec un service de conseil qui va me driver sur est-ce que mon processus de recrutement est clair ou est-ce que j'ai besoin qu'on me donne des conseils, qu'on m'accompagne là-dedans et de construire ensuite l'interface qui me convient. Il y a des interfaces plug and play, j'achète, je paye en carte bleue, j'ai mon interface. Par contre, il faut être à l'aise pour pouvoir l'installer. Il y en a d'autres où justement on va être moins plug and play, avoir peut-être beaucoup plus de possibilités et de fonctionnalités, mais c'est une personne qui va vous accompagner et vous créer l'outil sur mesure qu'il vous faut. Après, il y a des questions toutes bêtes. Est-ce qu'il doit être collaboratif? Est-ce qu'il doit être ouvert technologiquement? Est-ce que je vais pouvoir brancher des solutions d'assessment, être branché à un SIRH pour envoyer mes candidats une fois qu'ils sont recrutés? Est-ce que je dois avoir un accès pour mes clients si jamais je suis cabinet de recrutement? Est-ce qu'il est assez flexible? Est-ce que je peux cloisonner ma CVTech, donner de la visibilité que sur une partie? Il y a plein de petites questions comme ça. Je pourrais vous partager d'ailleurs à ceux qui le souhaitent des listes de questions que nous on pose à nos clients, ce qui permet de savoir est-ce qu'on est adapté ou pas justement à ces clients. Et ça prend du temps d'implanter un ATS? Ça peut, ça dépend de l'ATS. Il y en a qui en jouent d'ailleurs, qui mettent beaucoup de temps pour l'implémenter parce que du coup, l'implémentation se passe dans la douleur, mais le client a déjà payé. Il est engagé pour 3 ans. Ensuite, on a 3 ans pour améliorer la relation, mais il a gardé en tête que c'était difficile à mettre, donc il ne changera pas. Il y en a qui en jouent un peu. En vrai, un ATS assez simple pour une équipe recrutement, si jamais on n'a pas 4-5 équipes partout en France, voilà, c'est de l'ordre de 6 semaines. Pour un outil qui répond déjà à tous les basiques, avec même du cloisonnement, avec ce genre de choses, avec des accès clients si on souhaite. De l'ordre de 6 semaines, on peut largement avoir un outil et un site carrière en ligne. Donc, une recommandation qui est aussi importante, j'imagine, c'est de se dire il faut y mettre du temps. Parce que 6 semaines, ça peut paraître long, et surtout quand on fait du recrutement, on sait c'est sans cesse du flux entrant, mais il faut y consacrer du temps dans la préparation et dans la mise en place pour que l'outil soit optimal. Et si on fait ça à l'arrache, que ça ne fonctionne pas très bien. Ça, c'est sûr. Par contre, du temps, ça ne va pas vous demander 6 semaines de travail. C'est Non, 6 semaines de délai. Mais il peut y avoir en 6 semaines 3 ou 4 workshops avec justement un CSM ou un support client qui peut vous accompagner. Et puis, en plus de ces c'est des workshops de 2 heures en général. Et en plus de ces workshops, vous allez peut-être avoir entre chaque workshop 1 ou 2 heures de travail parce qu'il va falloir préparer les emails automatiques, il va falloir préparer toutes les personnes et quels vont être les droits d'accès de chacun, quel type de cloisonnement je veux. Voilà. Ok, très bien. On ne peut pas finir ce live sur une question que tout le monde pose en ce moment sur la partie intelligence artificielle. Oui. Comment l'outil intelligence artificielle, alors vraiment un tout petit focus, Géraud, voilà, évidemment, c'est un sujet, on peut en parler des heures et des journées même. Mais voilà, qu'est-ce que tu en penses et comment il peut compléter le travail des recruteurs? Et ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure. C'est évidemment pas jamais l'outil n'aura pour but de remplacer un recruteur. Il y a plein de choses qui peuvent aider, automatiser, remplacer des actions humaines. Mais d'abord, quand on utilise les intelligences artificielles qu'on a aujourd'hui, on va dire rédactionnelles, ce qu'on appelle les LLM, donc les ChatGPT et autres, on peut lui demander quelque chose. D'abord, il faut travailler pour savoir bien faire un prompt. Et on peut demander quelque chose à l'intelligence artificielle, mais on ne peut lui demander que ce qu'on est capable de juger. Ça reste un outil. Si jamais je demande à mon tournevis de devenir un marteau, il ne deviendra jamais un marteau. Et bien, c'est pareil avec ça. C'est capable de rédiger des choses en s'inspirant de tout ce qui existe. Par contre, ça n'est pas capable d'être créatif plus que vous pourriez l'être. Donc, il faut que vous soyez en capacité de juger ce que vous lui demandez. Ça peut être gadget, on peut le mettre à plein d'endroits. Bon, il y a des choses très évidentes, la rédaction d'offres d'emploi, l'aide au choix des candidats. Mais dans les choses, on va dire, moins gadget et plus pertinentes, on sait que des recruteurs vont passer quelques secondes en moyenne par CV et quelques secondes, parfois on regarde juste des dates et on se dit cette personne n'est jamais restée vraiment en poste, ça m'intéresse pas. Bien, l'intelligence artificielle peut vous faire un résumé du CV en appuyant sur les points forts de ce CV. Si la personne elle a fait que des expériences de 2-3 ans et qu'elle en a pas mal, mais que c'est toujours dans le même secteur avec une évolution de carrière assez logique, l'intelligence artificielle avec un bon prompt bien créé est capable de vous dire cette personne a une super expertise sur tel domaine et elle a évolué assez rapidement pendant plusieurs années sur ce domaine-là. Et ça fait 3-4 lignes, très simple, et on peut faire ça. Le deuxième outil que je donnerai sur l'intelligence artificielle, que je trouve très utile et qui est assez plébiscité par nos clients, c'est la préparation d'entretien. Préparer un entretien, ça se fait avec un profil et un poste. Et on a des questions à poser sur ce poste ou sur ce profil, mais en adéquation l'un avec l'autre. On n'a pas toujours le temps de bien le préparer et on n'a pas toujours la compétence de bien le préparer. Si j'ai affaire à des recruteurs, j'ai aucun doute sur le fait que vous ayez de la compétence. Si on a affaire à des hiring managers
qui doivent derrière prendre le relais du recruteur pour un autre entretien, ils ne l'ont pas toujours. C'est pas forcément leur métier. Avoir un outil où je reçois mon invitation à mon entretien et où j'ai déjà une trame d'entretien et des questions précises pour ce candidat en fonction de ce poste pour vérifier qu'il ait certaines compétences ou certaines choses, c'est très, très utile. Et ça permet de gagner beaucoup de temps dans la préparation, même si vous savez préparer. Ça facilite la vie du manager qui, lui, prend ça au pied levé en disant « Oh là là, j'ai un rendez-vous entretien ». Bon, c'est vrai que des fois, les questions sont toujours les mêmes alors que les profils ne sont pas les mêmes. Donc, ça peut et vraiment même le recruteur. Même le recruteur d'ailleurs, parce que même si on sait préparer un entretien, parfois, c'est pas mal de gagner du temps sur la préparation. On prendra quand même le temps d'étudier le CV, d'étudier le profil, mais c'est pas mal de gagner du temps sur la préparation parce que ça permet peut-être de recevoir plus de candidats en moins de temps et de passer plus de temps d'échange et justement de vérification de qui est ce candidat. Donc, le one-to-one, toujours. La relation humaine, retisser cette relation humaine. Ok, super. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, Géraud. Je crois qu'on a balayé quand même beaucoup d'outils. Donc, l'ATS, bien évidemment, mais on a vu les outils de test, assessment. On a vu aussi la programmatique. On a vu l'IA dans cet univers-là. Et tout ça, c'est très complémentaire du métier du recruteur. Donc, voilà, c'était vraiment le message qu'on souhaitait faire passer. Géraud, tu veux rajouter un petit mot? Alors, d'abord, s'il y a des questions, je peux peut-être encore y répondre, mais sinon, juste un petit mot. Oui, alors, ce qu'on a dit, je ne l'ai peut-être pas assez appuyé, mais c'est effectivement l'implication que ça vous demande d'utiliser des outils. Il va falloir y passer du temps parfois, mais quel que soit l'outil, je parle d'ATS, comme je peux parler de solutions d'assessment, c'est surtout de parfaitement se poser la question de qu'est-ce qui est utile pour votre organisation ou pour vos clients. C'est pareil pour une solution d'assessment. Quand vous envoyez, en tant qu'intermédiaire du recrutement, quand vous envoyez un rapport à un client sur le deep du candidat, qui il est profondément, ça vous valorise aussi, ça valorise tout le monde, ça valorise le candidat, tout le monde y gagne. Et donc, il y a beaucoup d'outils ultra pertinents à condition qu'ils soient pertinents dans votre organisation. On n'a pas deux clients qui utilisent la même version de Between parce que ça s'ultra personnalise en fonction de la culture de l'entreprise et en fonction de ses objectifs. Eh bien, écoute, là-dessus, on va se quitter. Merci beaucoup encore, Géraud, d'avoir participé à ce live. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité. D'avoir écouté attentivement les recommandations et les astuces. Et puis, on se dit à très bientôt. On est en direct, donc n'hésitez pas à nous poser les questions en commentaire. Par la suite, on pourra aussi revenir vers vous. Bonne journée, à bientôt. Merci à tous, bonne journée.